OK, alors, qui a des problèmes de maintenabilité de tests automatisés? OK, c'est quoi le problème qu'on a généralement quand on fait des tests automatisés? Oui, y a-t-il quelqu'un qui veut se mouiller? C'est quoi le problème qu'on a quand on fait des tests automatisés? Ça teste tout. Ça teste tout, OK, mais c'est quoi le symptôme? C'est quoi qui nous arrive? Il pète tout le temps. Exactement. Alors, je vais essayer de vous donner des astuces, pas que ça arrive, OK? Mon but principal aujourd'hui, ce n'est pas de voir tellement pourquoi, mais de voir plus comment est-ce qu'on peut éviter ça. Alors, le phénomène dont on parle, c'est bon? Oui. Donc, le phénomène dont on est en train de parler, c'est ce qu'on appelle la fragilité des tests, OK? C'est le phénomène suivant. J'ai 2000, 3000 tests automatisés, et puis à chaque matin, quand je me lève, ils sont tout le temps pétés. C'est le syndrome numéro 1, puis c'est le danger que vous avez si vous voulez automatiser des tests, OK? Le plus gros danger en automatisation de tests, c'est celui-là. C'est le fait que c'est bien cool pendant que vous les écrivez, ils vous ont peut-être protégé à un certain moment, mais avec le temps, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont plus durs à maintenir que de les refaire. Puis c'est catastrophique. Fait qu'aujourd'hui, mon objectif il est double. La première chose, c'est de vous éviter le premier problème qu'on appelle le fragile testing problem, OK? Donc, ce qu'on appelle la fragilité des tests. C'est la première chose. Puis la deuxième chose qui m'intéresse, c'est augmenter votre retour sur investissement de chacun de ces tests automatisés-là. Puis souvent, j'entends quand on va chez des clients le fait de dire oui, j'ai des tests automatisés, je ne suis pas sûr que c'est rentable, ça prend énormément de temps à écrire mes tests, je ne suis pas sûr qu'ils sont rentables. Puis dans la vaste majorité des cas, c'est simplement parce que ce n'est pas les bons tests avec la bonne portée, avec le bon degré d'intégration. C'est à peu près toujours le cas. OK? Fait que là, mon but, c'est de vous donner un peu de théorie autour de ça. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas forcément quelque chose qui a toujours été dans la communauté. On a appris, tu sais. Quand j'ai commencé à faire de l'extreme programming en 2004, là, on ne savait pas vraiment ça. Mais depuis, on a appris c'est quoi le problème du fragile testing problem. C'est revenu d'en face de plein d'entreprises. Donc, je vais essayer de vous présenter ça. Je vais mixer aussi plusieurs sources. Je vais notamment parler du cadran puis de la pyramide de tests, mais je vais les adapter un peu, OK? Fait que je vais faire une fusion de plusieurs versions ensemble pour mon propos. C'est bon? On est prêt? Good. Alors, la première chose, il va falloir que je tasse mes feuilles. La première chose que je vais vous expliquer, c'est les types de tests. Alors, normalement, un test automatisé devrait toujours avoir une seule raison d'échouer. Puis ça, c'est assez important. Un test devrait tester qu'une seule chose, puis il devrait avoir une seule raison d'échec. C'est en fait l'hypothèse que vous posez quand vous faites ça. Vous vous dites, ce test-là, il va échouer pour ça, puis idéalement, il devrait échouer pour aucune autre raison. On a tendance, malheureusement, à faire des tests pour couvrir. Ça fait des tests qui ont une très mauvaise maintenabilité. On devrait faire un test dont l'objectif est d'échouer pour cette raison-là. Fait que si le but, c'est de tester l'intégration des pages, si l'objectif, c'est de tester le flow des pages web, bien, ça devrait échouer seulement si le flow est brisé. Pas parce que votre validateur au milieu n'a pas détecté la bonne chose. C'est deux tests. OK? Donc, une seule raison d'échouer. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va classer nos tests. Je vais essayer de me garder un peu de place. On va classer nos tests dans un cadran. Je m'inspire pour ce cadran-là, pour ceux qui s'intéressent, du livre Agile Testing. Sur le site, je vais vous donner une référence tout à l'heure. Vous allez avoir des références, donc vous allez les avoir. Et la suite qui est More Agile Testing. OK? Ici, ce qui nous intéresse, c'est de regarder la caractéristique, parce que quand on fait un classement de quelque chose, on classe en fonction d'une caractéristique, OK? Si vous allez à l'épicerie et vous regardez des pommes, bien la pomme, vous pouvez la classer en fonction de sa couleur, mais vous pouvez aussi la classer en fonction de son type d'aliment. Fait que c'est un fruit, puis ça peut être rouge ou ça peut être vert, OK? Puis il n'y a jamais personne qui veut s'ostiner pour dire « Hey, c'est pas rouge, c'est une pomme. Hey, c'est pas rouge, c'est un fruit. » C'est juste deux caractéristiques. Fait que là, la caractéristique qui nous occupe dans un premier temps, c'est sa raison d'échouer. OK? Fait qu'on va grouper ça. Puis là, quand on va faire les groupements, on va aller placer en bas les deux cadrans du bas. Excusez, la table bouge un peu, c'est un peu tannant. En bas, ça va être un test dont la raison d'échouer et son vocabulaire est beaucoup plus orienté vers la technologie. Donc, c'est une raison technologique d'échec. Alors qu'en haut, ce qu'on va avoir, c'est des tests qui vont être dans un langage puis qui vont aller voir les raisons d'échec beaucoup plus business, donc la raison pour laquelle le produit est fait ainsi, etc. OK? À gauche, donc dans les deux cadrans de gauche, on va avoir des tests qui vont guider le développement. Puis le mot « guider » est important
Ce qu'on a à gauche de l'écran, ça va être des tests qui vont nous permettre de nous assurer que ce que je suis en train de développer avant ou pendant le développement vont être conformes à ce que j'espère obtenir. Okay? Alors qu'à droite du cadran, on va avoir des tests à la place qui vont critiquer le produit. Puis ici, ce qui est important, c'est beaucoup plus de regarder ce que le produit convient à ce que je voulais que ça donne. Okay? Ça ne guide pas mon développement. Fait que là, on va commencer à regarder pour le fun, c'est quoi qu'il y a dans ces cadrans-là. On va commencer par un cadran facile. Alors, celui qui est en bas à droite. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de qu'est-ce qui pourrait bien se situer dans ce cadran-là? Hey, c'est une vraie question, là. C'est supposé être interactif, cette présentation-là. Là. Oui, il critique le produit puis les technologiques. Quel genre de tests on pourrait avoir là-dedans? Donne-moi des noms de types de tests. Là. Hein? Test, tiens, ça c'est intéressant. Test intégré ne peut pas figurer sur ce cadran-là. Parce que là, test intégré, on est en train de caractériser le test en fonction de son degré d'intégration. Ça, c'est ce qu'on va regarder après. Ici, ce qu'on a, on caractérise en fonction de sa raison d'échouer. Il n'échoue pas parce qu'il est intégré. Il échoue pour une raison plus fondamentale. Donc, on cherche cette raison-là. C'est quoi la raison pour laquelle un test pourrait échouer, ce qui est technologique et pour le produit? Un délai de réponse, en fait, je vais le grouper sur un terme plus générique. Tous les tests de type performance, donc, vont aller là-dedans. Les tests de sécurité vont aller là aussi. On va avoir tous les utilities tests, là, qui sont comme tous les tests de caractéristiques de produits techniques, vont aller là. Donc, on va avoir un cadran qui va nous permettre de s'assurer que le produit est conforme, mais ce n'est pas dans un langage affaires. C'est rare que quelqu'un business te dit « Hey, voici le délai de réponse », mais c'est quand même une caractéristique importante de mon produit. Je dois respecter ça quand même. OK, maintenant, on va passer à un autre cadran. Si on s'en va en bas à gauche, qu'avons-nous dans ce cadran-là? Là, vous êtes tous des devs, fait que vous devriez être bons dans ce cadran-là. Oui, test unitaire. Généralement, ce qu'on entend généralement par un test unitaire va ici. On pourrait avoir des tests de composantes, si vous voulez faire des affaires plus grandes. En fait, ici, là, il y en a une tonne. Puis, c'est très dépendant des technologies que vous utilisez. Donc, finalement, ce qu'on va faire là-dedans, c'est qu'on va aller tester technologiquement, mais en guidant mon développement. Vous faites des tests unitaires pour vous assurer que ce que vous développez est bon. Vous ne critiquez pas vraiment le produit avec un test unitaire. Okay? Puis c'est technologique. Fait que comme développeur, vous êtes généralement beaucoup dans ce cadran-là. Mais faites attention, c'est justement un des pièges. C'est de penser, en automatisation de tests, les rôles sont beaucoup moins bien définis. Il ne faut pas se dire, parce que c'est à faire en haut, ça ne me concerne pas comme développeur. Vous allez finir par avoir un problème de maintenabilité ou de duplication de tests si vous pensez comme ça. Il faut vous dire, peu importe je suis qui dans l'équipe, en tant qu'équipe, tous ces cadrans-là sont importants pour avoir un produit de qualité. Donc, en bas, c'est assez facile. Maintenant, on va commencer à aller dans ce qui est plus juteux. Là. Je vais commencer pour le fun. Non, on va y aller simple. On va y aller par le cadran en haut à gauche. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce cadran-là d'après vous? Fait que là, on est business, on est affaires. Oui, tout ce qui est règles d'affaires va aller là-dedans. Fait que là, d'habitude, ça porte différents noms. Ça peut s'appeler test d'acceptation. Ils ont, dans le livre More Agile Testing, moins utilisé le terme test d'acceptation et je me doute pourquoi. En tout cas, mon expérience personnelle, c'est que les gens confondent test d'acceptation avec User Acceptance Test, qui va être dans l'autre cadran. Fait qu'on va y revenir tout à l'heure à la différence entre les deux. J'aime bien la nomenclature qu'ils utilisent dans le livre More Agile Testing, qui est Story Test. Donc, si vous faites des User Stories, c'est un test assuré de la conformité de votre User Story, qui normalement devrait découler de vos critères d'acceptation, parce que tout le monde a des critères d'acceptation sur une user story, right? Oui? Oui, super! Donc, normalement, vous avez les critères d'acceptation sur une user story, puis c'est là que vous allez voir vérifier est-ce que je me conforme, est-ce que je résous le problème qui m'est demandé. C'est ça qui nous intéresse. Parce que je vous répète aussi qu'une user story, normalement, devrait poser le problème, pas la solution directement. Hein? Fait que normalement, on s'assure que ma solution est en train de répondre à ce problème-là. Vous pourriez avoir, puis là, je vais le mettre entre parenthèses, beaucoup de gens vont appeler ça des tests fonctionnels. Mon problème avec le mot test fonctionnel, c'est que tout le monde a sa propre maudite définition. Okay? Puis là, le problème, c'est que d'une entreprise à l'autre, d'une personne à l'autre, ça ne veut pas dire la même chose. Puis là, ça recoupe plein de cadrans. Là. Puis là, c'est problématique. Fait que j'essaye personnellement de supprimer ce mot de mon vocabulaire. Ça évite la confusion. Mais ça peut vous donner une idée.
Je vais vous schématiser un peu ça. En fait, vous avez probablement une user story ou une feature, là, ça n'a pas d'importance, vous avez une user story, puis la user story, elle a des critères d'acceptation. Donc, si ces trois critères-là ou ces trois règles d'affaires-là, parce que c'est fortement corrélé, si mes trois règles d'affaires sont rencontrées, ça veut dire que j'ai probablement terminé la user story. Là, évidemment, si vous êtes en Scrum, vous avez probablement additionné ça de la definition of done. Si tout ça est vrai, alors vous dites que la user story est terminée. Super. Donc, le carré vert, il vise en fait à s'assurer que ce crochet et ce crochet-là sont vrais. Donc, je m'assure que ma petite boîte que je suis en train de développer, mon incrément fonctionnel, n'est-ce pas? Normalement, ça veut dire qu'il est ici validé. Ça a vraiment donné le résultat espéré. Mais là, ce qu'on n'a pas fait ici, c'est critiquer est-ce que les critères d'acceptation étaient les bons. Tout ce qui m'intéresse, c'est j'ai une forme de spécification, j'ai répondu au problème qui m'est demandé, j'ai fait ça et je suis comme conforme. Puis c'est normal parce que je suis dans Guide le développement. Donc, je guide le développement en fonction de la user story qu'on s'est donnée. Mais qui a dit que cette user story-là était la bonne? Qui a dit qu'il y a quelqu'un qui trouve que cette user story-là est agréable, c'est le fun de l'utiliser, puis j'ai une super expérience avec le produit? Rien pantoute. Et c'est là qu'apparaît l'autre cadran dans lequel on va aller chercher, je vais changer de couleur, on va ici aller chercher, ça te paraît-tu bien? Oui, ouais, il ressemble à ces deux couleurs-là. Sur l'écran, si je mets ça, c'est mieux? Et pas bien, bien. OK, on va rester avec le rose. Donc, le cadran qu'on a ici, là, je vais étirer un peu l'élastique, là, mais pour faire une image, là, le cadran ici vise beaucoup à faire en sorte de mettre le sourire d'en face de quelqu'un. OK? C'est de s'assurer que d'un point de vue affaires, bien sûr, et que mon produit il rend quelqu'un content, que j'ai atteint un objectif, que les gens l'aiment. Ce cadran-là a quelque chose de spécial aussi. La majorité, pas tous, mais beaucoup des tests qu'on va faire là-dedans ne permettront pas de sortir des bugs. Ils ne devraient pas vraiment trouver des bugs. Ils devraient trouver des nouvelles stories. Parce qu'en fait, c'est pas que c'est pas bon ce que j'ai fait, c'est terminé ce que j'ai fait. Le problème, c'est que je viens d'avoir une nouvelle idée. Ce n'est pas vraiment un problème en soi. Fait que là-dedans, on va avoir toute une catégorie qu'on appelle les tests exploratoires. Moi, je n'irai pas loin aujourd'hui là-dedans. Vous pouvez lire Lise Keoff, qui a beaucoup écrit sur ce sujet-là. OK? Je ne me trompe pas, le livre s'appelle Explore It. C'est un des livres sur le sujet. Vous pouvez regarder ça. Vous allez avoir là-dedans aussi des tests de flow de travail. Fait que des tests de flow de travail, ça fait quoi? De travail. On observe quelqu'un dans une situation réelle, ce qu'il fait dans sa journée en utilisant le logiciel, que ce soit mon client ou que ce soit quelqu'un à l'interne d'une compagnie. Puis on va voir comment il utilise notre logiciel. Puis là, peut-être qu'on va attraper des aberrations du genre « Hey, il fait systématiquement ceci et cela après, mais hey, c'est pas dans le même logiciel, tu sais. » Fait que là, il faut qu'il copie l'information en double. C'est un problème de flow de travail, c'est pas performant. Donc, ça va être le carré qui va être en haut à droite. Même si ça n'a pas vraiment rapport avec mon propos, je ne peux pas m'empêcher d'en parler parce que c'est les tests qu'on fait jamais, ce qui est vraiment poche. Puis si vous regardez les compagnies que tout le monde admire, là, Instagram, Google et compagnie, savez-vous qu'est-ce qu'ils font en particulier? Ils font ça. Ils font beaucoup de tests pour s'assurer de les gens sont-ils contents? Est-ce que je devrais changer le produit? Je devrais-tu pivoter? C'est là que ça va, OK? Puis le futur de l'assurance qualité s'en va beaucoup là-dedans, OK? Donc, bon, je ferme ma longue parenthèse sur ce cadran, parce que nous, ce qui va plus nous intéresser, c'est les trois autres, OK? Là, je répète, là, je vais juste peut-être dessiner ma petite conclusion, là. Ici, lui, cette personne-là, hein, comme ceci, il veut s'assurer que cette user story-là a mis quelqu'un de bonne humeur, ou peut-être qu'il faudrait en avoir d'autres parce que ce n'est pas suffisant, il faut la modifier, peu importe, OK? Donc, je critique le produit, alors que dans le carré vert, je critique est-ce que moi, en fait, je guide mon propre développement, est-ce que moi, j'ai produit ce que je pensais vouloir produire? Parfait. Là, je veux réitérer, avant de passer, que tout ça est un classement en fonction de la raison d'échec. C'est avec là quelqu'un qui l'a dit tantôt, test intégré figure pas là, parce que c'est un degré d'intégration. Ce n'est pas classé en fonction de sa raison d'échouer. OK? Et je vous rappelle pour la énième fois qu'un test devrait avoir qu'une seule raison d'échouer. Je vais vous donner un exemple de ça tout à l'heure. OK? Bon. Continuons. Là, vous vous dites, où est-ce qu'il s'en va?
automatisation de tests, c'est quoi le problème pour la maintenabilité. Là, on va s'amuser à essayer, on va se donner d'abord un petit exemple, puis on va le suivre après, OK? Fait que imaginez que vous avez une application, puis dans votre application, ce que vous faites, c'est un site qui permet d'acheter des billets surprises, OK? Alors, vous dites, je veux, puis là, X billets, puis vous appuyez sur « Achète-moi ça ». Puis là, il va y avoir un algorithme complexe qui va faire en sorte qu'en bout de ligne, vous allez obtenir un « Bravo, vous avez eu N billets ». Puis là, il y a plein de règles d'affaires là-dedans. Il y a une première règle d'affaires qui pourrait dire, ben là, si la quantité demandée est plus grande que 10 de la quantité en stock, t'en donnes tant. Si tu es un VIP, alors tu as droit à plus de billets. Puis là, il y en a plein. Puis il y en a une qui pourrait dire, par exemple, comme je veux pas faire, je veux que les gens, je veux faire de l'argent, tu sais. Fait que là, il y a quelqu'un qui a décidé de mettre une règle d'affaires du style, ben mettons que tu devrais avoir X billets, tu devrais avoir ça, bien, je ne veux pas te donner ça, tu vas toujours avoir X-1. Fait que je te donne jamais ce que tu as demandé. OK? Bon, c'est supposé être full marketing, l'affaire. Donc, vous avez ce genre de système-là. Et puis, en arrière, vous allez avoir, puis on va le construire au fur et à mesure, mais en arrière de ça, vous allez avoir un système, puis là, je m'excuse auprès de tous les développeurs qui vont trouver que je prends des raccourcis, OK? Mais je vais essayer de faire ça pour les non-devs aussi, là, OK? Fait que imaginez qu'ici, vous avez une première patente pour les devs, là, c'est ce qu'on appelle une ressource, OK? Et puis, vous avez un appel d'API, vous faites un post sur un API, puis admettons que vous passez, en fait, la quantité. Donc, la quantité est égale à X, ici. Puis il y a une première classe, il y a un premier bout de code qui va attraper, en fait, l'appel de l'API. Par la suite, on va appeler, mettons que c'est une classe, là, ou un groupement de classes, là, on va y aller abstrait un peu, là, OK? Puis il y a un autre... Oh, pardon. Ah! Ouh! Une chance qu'il y a un undo, hein? Ouh! OK, j'ai eu peur. Donc... puis vous avez une deuxième classe ici, puis par la suite, juste pour rendre ça plus réaliste, il y a une classe qui va appeler quelque chose qui va avoir du SQL à l'intérieur pour appeler une base de données. Parce que, j'imagine que tous les développeurs savent que peinturer des requêtes SQL partout dans le code, c'est pas une bonne idée. Hein? Vous savez tout ça? Oui? On ne met pas de requête SQL dans la ressource, dans le UI, donc vous savez ça? Oui? Oui, super. Donc, normalement, je rigole, OK, mais c'est parce qu'une des raisons, puis là, tu sais, j'ai pas le temps d'explorer toutes les raisons pour lesquelles on a des tests pas maintenables, là, mais une des raisons, c'est qu'on a une mauvaise architecture, ce qui m'empêche de faire des bons tests. OK? Fait que là, je rigole, là, mais c'est sûr que si vous avez des requêtes SQL distribuées partout avec pas d'architecture, pas de réutilisation, pas aucune abstraction dans votre code, vous allez trouver qu'à faire des tests automatisés qui répondent aux bonnes pratiques est mission impossible. Vous allez être obligé d'abord de faire du refactoring. En fait, pas d'abord, en même temps. OK? J'avais déjà fait une présentation sur Working Effectively with Legacy Code. Là. Bien, ça se plug ici. Là. OK? Bon. Alors, imaginez, c'est ça que vous avez. Puis là, vous avez probablement, ici, à l'intérieur de ces classes-là, pour les fins de la démonstration, on va se dire qu'ici, il y a le code qui fait en sorte qu'il répond à ces règles d'affaires-là. Je suis dans une situation, dans l'exemple que je me donne, où il n'y a pas de logique à l'intérieur du UI. Okay? C'est une page web bike là, qui fait juste poster quelque chose dans un JSON. Là. Fait qu'il n'y a pas vraiment de logique de ce côté-là. Ce qui fait que toute ma logique est dans ces deux boîtes-là. Cool! Qu'est-ce qui pourrait bien briser là-dedans? Bon, alors ça, c'est la première possibilité. Il se pourrait que j'aie un problème ici, c'est-à-dire que ça n'appelle pas. Ça se peut. Mais là, ça se peut que n'importe laquelle aussi de ces règles d'affaires-là ne soit pas implémentée correctement. Il va falloir tester ça aussi. Ça se pourrait que ça ne parle pas correctement à la BD. Ça se pourrait que le SQL, la requête SQL ait une erreur à l'intérieur qui ne va pas chercher les bonnes données. Ça se pourrait que ça n'affiche pas correctement le stuff. Il y a plein d'affaires qui peuvent péter là-dedans. OK? Mais là, avant de commencer à jouer le jeu, OK, on va regarder une autre classification. Là, on a classé en fonction de quoi? La raison d'échec. Maintenant, on va se transporter puis on va regarder autre chose. On va s'intéresser à la place à c'est quoi le degré d'intégration de mon test. OK? Fait que j'ai un test,
puis je me demande c'est quoi son degré d'intégration. On appelle parfois ça la portée, le scope du test. C'est quelque chose qui est beaucoup plus important si vous faites des tests automatisés que quand vous faites des tests manuels. Parce que le scope, par défaut, d'un test manuel, généralement, c'est l'UI, peut-être ton API avec SoapUI ou Postman ou quelque chose du genre, et ta BD. Généralement, c'est pas mal ton scope. Mais sauf que quand tu es dans un test automatisé, tu as une capacité à aller beaucoup plus profondément à l'intérieur de ton code. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la peine, dans l'exemple, de commencer à dessiner l'intérieur de la boîte de mon back-end. OK? Puis là, l'autre chose intéressante, c'est que je n'ai pas dit « est-ce que c'est intégré ?» Je me suis posé la question « quel est le degré d'intégration? » Ça, c'est un autre changement de mentalité nécessaire quand on fait de l'automatisation de test. Puis tantôt, c'est visible, il y a quelqu'un qui a dit « test intégré ». Le problème de test intégré, c'est qu'il peut être plus ou moins intégré. Puis tant que vous allez continuer à avoir une façon de réfléchir de « c'est unitaire ou c'est intégré », vous perdez tellement de subtilité au milieu que vous n'avez aucune arme contre la fragilité des tests. C'est ça qui va vous revenir comme un élastique d'en face. OK? Bon, alors là, on s'intéresse à ce degré d'intégration-là. Puis pour classer ça, on va mettre ça dans une pyramide. Bon, là, j'imagine qu'il y en a qui commencent à me voir venir, là. Mais... Puis je vais classer ça en 3 catégories, mais je tiens à dire que cette pyramide-là est un dégradé. OK? Puis je vais le classer en utilisant la nomenclature que Google utilise et non pas celle que Martin Fowler puis Mike Cohn avaient utilisée. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors Google, ils ne sont pas cassés le bicycle, là. Ils se sont dit, il y a des degrés d'intégration small, medium, large. OK? La version normale de la pyramide qu'on voit généralement, c'est unitaire, service, bout en bout. Le problème de ça, c'est que, le mot service a un peu mal vieilli avec le temps maintenant qu'on fait des microservices, OK? Fait que c'est confondant. Et puis l'autre chose, c'est que ça porte à confusion avec le cadran. Puis j'aime bien qu'il y ait une certaine corrélation, là. J'aime bien faire en sorte que les gens réfléchissent en termes de degré d'intégration de manière séparée de la raison de l'échec. Puis, quand on utilise les mêmes vocabulaires aux 2 places, bien là, on s'ostine pour la mauvaise caractéristique. Okay? Fait que j'aime bien small, medium, large. Donc, on va se donner une petite définition de ce qu'est un small, ce qu'est un medium. Ce n'est pas la seule, OK? La définition que je vais vous donner n'est pas universelle, mais je vais vous en donner une. Donc, small, quand moi je vais parler de small, c'est un test qui va tester plus petit qu'une composante. Bon, là, vous allez me dire, c'est quoi une composante? Bien, une composante, ça dépend de votre architecture, OK? Donc, si vous faites des microservices pour vrai, parce que là, c'est à la mode, mais le monde n'en font pas vraiment, là, mais si vous faites vraiment des microservices, OK? Bien, ça va être un service, correct. Si vous faites un gros monolithe, là, OK? J'ose espérer que la composante, ce n'est pas le monolithe, OK? Ça fait que ça va être plus petit que ça, un module, un layer, je ne sais pas, là, OK? Mais ça dépend de votre architecture. Je suis désolé, là, j'ai en 1 heure pas le temps de donner 10 000 exemples. Là. Je pense que vous pouvez figurer, c'est une boîte. OK? Donc, si justement je représente ma fameuse boîte ici, si je suis dans un test small, ça veut dire que je n'ai pas le droit de franchir la peau de cette composante-là. OK? Je suis obligé d'y aller, comme appelle Martin Fowler, à faire un test, quelque chose qui va être sous-cutané. Fait que je suis obligé d'aller à l'intérieur. Donc, mon test small, ici, va devoir être à l'intérieur de la boîte. OK? Fait que là, il y a plusieurs possibilités. Il y a des chances que je veux tester quelques classes isolées les unes des autres. Ça fait que ça va me donner un spot comme ça à l'intérieur de la boîte. OK? C'est un test qui est small. Je pourrais, à la limite, avoir un test small qui viendrait comme ceci. Ce serait le plus grand small que je pourrais faire. OK? Donc, il ne franchit pas la peau de cette composante-là. Ensuite, on a des tests médiums. Alors, mon test médium, c'est exactement, bien, dans la définition que moi j'utilise, là, c'est une composante. Ce n'est pas 2 composantes, c'est une composante. Fait qu'en théorie, là, avec cette définition-là, vous avez juste le droit de franchir la peau une fois. C'est ça que ça veut dire. OK? Donc, si vous avez une base de données, puis de nos jours, les bases de données, je considère que c'est une composante, OK, extérieure. Si vous appelez un autre service, ça va être une autre composante. Puis imaginez que cette composante-là, on y accède directement par un API de type REST, là, mettons, ce n'est pas d'importance. OK? Bien, si je suis en train de faire un test médium, à ce moment-là, il y a plusieurs possibilités. Je vais donner quelques exemples. Je pourrais dire, parce que là, ce que je n'ai probablement pas réussi à tester avec mes tests small, c'est les premiers layers, donc les premières classes en bordure, puis celles qui quittent
en fait. OK? Parce que sinon, j'aurais franchi la peau. Donc, une possibilité, c'est que je pourrais dire, je vais tester en envoyant du JSON, en faisant des call rest ici. Puis si vous regardez mon scope à ce moment-là, il va être juste ceci. Je ne sais pas si vous remarquez mon astuce, là. Je n'ai pas exécuté forcément la logique à l'intérieur. Parce que tout ce qui m'intéresse, c'est de frapper mon API pour être sûr, par exemple, que si j'envoie des mauvaises données à l'intérieur, ça va. Si je mets du Unicode à l'intérieur, ben, je n'ai pas la cave. OK? Je peux faire toutes sortes de trucs comme ça. Peut-être même faire quelques tests de type de sécurité pour du SQL injection, parce que normalement, vous devriez empêcher ça au de l'entrée de la composante, pas à la fin, un moment donné, peut-être, puis quelqu'un a oublié, n'est-ce pas? OK? Fait qu'en théorie, je pourrais tester comme ça. Ensuite, je pourrais faire un autre test médium qui irait prendre, par exemple, une partie ou au complet la base de données, mais sans tout intégrer. Ou le maximum que je pourrais peut-être faire pour la construire médium, ce serait quelque chose comme ceci. OK? Fait que ça vous donne des idées de grandeur. Quand je vous dis que c'est un dégradé, ça vous montre c'est quoi la différence entre un small puis un médium. Une chose que je n'ai pas dit, que je veux rajouter, pour que ça soit bien, bien clair, là, un test small ne devrait pas parler à la BD, ne devrait pas utiliser une forme de UI quelconque, ça inclut les APIs. Ensuite de ça, ça ne devrait pas ouvrir des fichiers. Ça inclut les properties, pour ceux qui sont à Java, hein? Etc. OK? Fait que normalement, ce n'est pas un small si vous faites ça. Ça devient automatiquement un medium, dans cette définition-là. Puis évidemment, large, c'est tout ce qui est plus grand que ça. Bon. Si vous êtes Google, si je me souviens bien, Google, je pense qu'ils ont des extra larges aussi. Ben, comme vous n'avez pas 10 000 microservices, c'est peut-être pas votre problème. Donc, on va y aller avec seulement 3 niveaux. Bon, ça fait que là, vous vous dites, OK, c'est cool, ils m'ont montré ça, puis là, j'ai toujours pas expliqué pourquoi c'est une pyramide, cette patente-là. Quelqu'un qui a une intuition? C'est la quantité de tests. Puis là, on va mettre ça clair, là. Quand on ne veut pas avoir de problème de fragilité, du moins on veut les minimiser, les problèmes de fragilité, il faut compter tous les tests automatisés. Pas, oui, mais ceux que les QA font ne sont pas dans ma cour, là. Parce que c'est le même produit qui va failer sur le même build. OK? Alors, vous devez prendre l'ensemble de tous vos tests automatisés. Vous les prenez tous dans un grand ensemble, puis vous vous dites que normalement, si vous ne savez pas quel chiffre utiliser, je vais vous en fournir. OK? Normalement, 70 % des tests devraient être small, 20 % devraient être médium, puis 10 % devraient être large. Ça peut changer. Ce n'est pas coulé dans le béton, ces chiffres-là. Mais si vous vous dites que vous êtes tellement spécial, peut-être que vous devriez prendre ces chiffres-là. Parce que le problème, c'est que si vous vous dites que vous êtes tellement spécial puis vous prenez des chiffres plus hauts, parce que c'est rare, quelqu'un dit « Moi, je suis tellement spécial, je vais faire 90, 5, tu sais. » D'habitude, c'est plus « Hey, moi, les tests, ça ne s'applique pas à moi, je suis sûr que je peux en faire plus des tests là. » Vous allez courir après des problèmes de fragilité. Vos tests, ils vont tout le temps être pétés. Ça va poser un problème. Fait que vous devriez d'abord essayer ça en premier avant de décider de faire autre chose. OK? Petit message. Puis là, la raison pour laquelle j'essaie d'être comme... J'ai l'air catégorique, là. Mais c'est parce que ma job de coach, normalement, devrait être d'aider les équipes pour plein de raisons. Puis malheureusement, une des principales raisons, c'est j'ai plein de tests automatisés, viens me sauver. Fait que c'est récurrent. On n'a pas toujours su ça en passant. Quand on a commencé au début, on pensait qu'on allait changer le monde avec seulement des tests unitaires. OK? Puis là, on s'est rendu compte que c'était vraiment cool. On avait un super beau code, là, mais on ne produisait pas le bon produit. C'était problématique. OK? Fait que là, on s'est dit, hey, on va faire des tests d'acceptation. Puis là, on s'est mis à dire, on va faire des tests d'acceptation qui sont toujours bout en bout. On va avoir une meilleure confiance. C'était une bonne hypothèse, jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'on a un problème de fragilité de test. Puis là, vous allez voir là, les premiers messages, Mike Cohn, vers quoi, 2008-2009. Puis Martin Fowler puis Todd Work a commencé à frapper sur le clou vers 2012, je crois, de mémoire, après. Fait que, tu sais, on a appris là, qu'il fallait faire attention à ça, puis est arrivée la fameuse pyramide de test. Il y a une autre raison pour laquelle vous voulez respecter la pyramide de test. C'est extrêmement bien écrit, en passant cette partie-là, dans un livre que Google a écrit qui s'appelle « How Google Test Software ». C'est que dès que vous réussissez à prendre un test et le descendre bas dans la pyramide, plus votre retour sur investissement de ce test-là a la probabilité d'être élevé. Il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est que le test est plus rapide à écrire. Ben oui, il est moins gros, il est plus facile à écrire généralement. OK?
La deuxième raison, c'est qu'il est plus rapide à exécuter. Donc, il détecte les problèmes plus tôt. La troisième raison, c'est que ça prend moins de code pour l'écrire. Parce que pour faire votre test bout en bout, il faut toujours bien avoir toutes les composantes. Alors, plus vous descendez bas dans la pyramide, plus vous arrivez à écrire le test tôt, avoir un meilleur boucle de rétroaction. Puis l'autre chose qui est claire, c'est que plus votre test il est grand, plus il couvre large, plus quand il va trouver un problème, vous allez avoir de la misère à piner, à trouver la cible du problème. Il cible mieux quand il est petit. C'est l'éternel problème de j'ai plein de services qui s'appellent ensemble, il y a de quoi qui ne marche pas, puis là, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Là je cherche où le problème. Là. Puis là, il faut débugger, puis là, je ne sais pas si c'est lui, c'est-tu dans le UI, c'est-tu là, c'est-tu le front-end, c'est-tu le back-end. Si tu as un test plus petit, bien, il identifie exactement l'emplacement où est le problème potentiel. Donc, tu as un meilleur retour sur investissement. Et l'autre chose qui est non négligeable pour la majorité de développeurs qui sont dans la salle, là, c'est que plus vous descendez le test bas dans la pyramide, plus il va critiquer votre design. Vous savez pourquoi? Parce que écrire un test large, bout en bout, qui passe par le UI puis via la BD, que vous ayez codé comme des pieds, là, ça ne changera rien. Mais si vous avez mal codé, que vous avez un bloc de béton, du code spaghetti, puis qu'il n'y a aucune abstraction, puis que tout s'appelle puis se connaît mutuellement dans l'app, là, je vous mets au défi de faire un test small. Vous ne pourrez pas. C'est que ça va mettre une pression tôt dans le développement au lieu, parce que toute architecture que vous prenez dans un système complexe, n'oubliez pas que c'est une hypothèse. Vous faites l'hypothèse que cette architecture-là va bien évoluer. Plus vous faites des tests small rapidement, plus vous mettez de la pression sur cette architecture-là pour voir si elle va être modulaire. Parce que je vous rappelle, petite parenthèse, qu'en architecture logicielle émergente, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'empêcher les changements, c'est de les localiser, c'est de les restreindre à un endroit. Si je suis capable de faire des tests qui sont localisés, j'ai plus de chances d'être capable d'avoir moins de ripple effect lors de changements. C'est directement corrélé. Fait que j'ai plein de bonnes raisons de faire des tests small au lieu d'en faire plein de medium puis plein de large. OK? Puis le problème est tellement connu que si vous cherchez sur Internet, on connaît, il y a une expression pour ceux qui ne font pas ça. On appelle ça le pattern du anti-pattern du ice cream cone of test. OK? Fait que c'est le problème du cornet de crème glacée. J'ai plein de tests larges, OK? Puis j'ai une couple de tests manuels, une couple de tests unitaires, pardon, qui s'avère être unitaire parce que c'est une classe utilitaire statique dans le fond du code qui n'appelle rien. Là, c'est pas une joke, là, OK? Je vous jure, si vous ne respectez pas, puis je vous dis même pas si vous respectez ça, vous n'aurez pas de problème de fragilité. Je veux juste vous dire, si vous ne respectez pas ça, là, vous êtes mal parti. C'est même pas suffisant là, pour avoir des tests qui ne sont pas fragiles. C'est comme la base. On a appris ça beaucoup d'entre nous en nos dépens, là. OK. Bon, je pense que j'ai assez tapé sur le clou. C'est-tu clair? Good. Et je répète pour la énième fois que ce qui nous intéresse ici, c'est son degré d'intégration. Ce n'est pas la raison pour laquelle il va échouer. Je peux avoir à la limite un test de sécurité qui pourrait être small. Vous allez dire c'est rare, je suis d'accord avec vous. Mais je peux vous trouver un exemple. Votre problème, par exemple, ça serait, ou tiens, je vais prendre un exemple plus clair, un problème de performance. D'habitude, tout le monde assume qu'un test de performance, c'est bout en bout. Mais pas forcément, parce que si votre plus grosse affaire compliquée et complexe de votre application, c'est un algorithme mathématique, là, peut-être que tout le reste, là, c'est une affaire qui prend une journée à computer. On s'entend-tu que les problèmes de performance du call de l'API REST, c'est le cadet de vos soucis là, pour l'instant? Vous en ferez un autre test, quand on parle de fragmenter les tests, là, vous en ferez un autre pour ça. Mais vous voulez probablement un test small de performance qui vient cibler juste cet algorithme-là. Donc, il faut enlever de sa tête la corrélation entre, si ce n'est pas unitaire, bien c'est forcément large. Il faut défaire ça, c'est ça qui est dur en fait, c'est un réflexe naturel. OK. Je vais revenir à mon exemple. Fait qu'on avait notre belle patente. Oh, il manque une petite flèche. Hein? Et évidemment, on se doute que... Oups, mauvaise couleur. On se doute que cette patente-là retourne quelque chose qui va être le N, en fait. Hein? Bon, je pense que c'était évident, mais bon. Alors, on va commencer à tester. Qu'est-ce qu'on pourrait bien tester là-dedans? Alors, la première chose, ben, j'ai sûrement une coupe de tests unitaires là-dedans. OK? Puis normalement, le couple de tests unitaires devrait tester pas mal toutes ces boîtes-là. OK?
peut-être même la ressource, ça dépend si vous utilisez une bonne techno ou pas, ou bien si vous êtes marié avec un framework machin qui vous empêche de faire un new direct de votre ressource. Là. Mais normalement, vous pourriez aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les 2 boîtes du milieu. Donc, ceux-là, je devrais les tester avec des tests unitaires. Toutes mes branches devraient être couvertes. Tout va bien. Oui. Bon, là, il y a les fameuses règles d'affaires ici. Puis là, comme je suis dans un problème extrêmement simple, il arrive quelque chose d'un petit peu bizarre, là. C'est qu'il y a des bonnes chances que mes tests unitaires couvrent déjà les règles. Parce que comme j'ai juste fait 2 boîtes, ben la règle est probablement à une seule place. Mais là, on va simuler que ce n'est pas le cas. Ça fait que la règle, pour faire simple, ces règles d'affaires-là vont se retrouver distribuées à l'intérieur de ces 2 boîtes-là, la logique qui implémente ça. Fait qu'il y a peut-être un qui est à l'intérieur ici, puis il y en a peut-être un autre qui va aller chercher les 2. OK? Mais ça n'a pas d'importance. Ce que je veux vous montrer, c'est que dans cet exemple-là précis, je suis capable d'aller faire tous mes tests d'acceptation, tous mes story tests sont small, en fait. Parce que je n'ai pas de logique qui sont distribuées entre 2 de mes services. C'est exactement à une place à l'intérieur de la peau, à l'intérieur de mon application, à l'intérieur du service. Fait que dans ce cas-ci, j'ai une corrélation dans laquelle mes tests story tests sont small, mes tests unitaires sont small aussi. OK? S'il y en a qui veulent le détail de est-ce que les 2 devraient être exactement au même niveau puis tout, ça, c'est la conversation de ceux qui ont assisté l'année dernière à ma présentation sur ATDD à double boucle, qu'on peut faire le truc à 2 shots. Là. Ben, je vais mettre ça de côté. Pour l'instant, faites juste dire les 2 sont small. C'est ça mon message. OK? Good. Fait que là, on a réussi à colorier ces affaires-là. Je sais donc que fonctionnellement, mon stuff marche. D'un point de vue business, ça marche. J'ai implémenté les règles d'affaires. Je sais que le code est solide parce que j'ai fait des tests unitaires. Fait que je suis content. Mais est-ce que je devrais considérer que c'est fini? Non, parce qu'il y a plein d'autres affaires qui peuvent péter là-dedans. Là. Notamment, le plus intéressant, c'est qui a dit que le post, il poste à la bonne place? Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir un beau service qui a plein de codes avec plein de logiques d'affaires complexes, mais quand tu appuies sur le bouton, ça ne fout rien. Ça vous est sûrement déjà arrivé. En tout cas, moi, ça m'arrive régulièrement. Dans ce cas-là, j'aime bien ouvrir le Developer Tool pour voir les erreurs. C'est drôle. Ah, ça ne colle pas. Il y a un problème. OK? Il y a quelqu'un qui a laissé localhost. Qui a un call. Hein? Ah, c'est ça. Ça fait que là, ça se peut que ça brise. Puis on s'entend que d'un point de vue qualité, si ça ne colle pas le stuff, c'est aussi mauvais qu'une mauvaise règle d'affaires. Fait qu'il faut tester ça. Mais ce n'est pas un test d'acceptation, cette affaire-là. Puis c'est là l'autre affaire. Un test devrait avoir une seule raison d'échouer. Il ne faut pas penser que parce que je teste la story, je dois tester l'affichage en même temps. Je teste des règles d'affaires, je teste des trucs business. Après, il y a un autre test qui a comme objectif de s'assurer que le post est bon et que l'affichage est bon. Il faut le faire, le test. Mais ce n'est pas forcément un story test. Ce n'est pas le même, en tout cas. Alors, je vais venir ici tracer ça. La première chose qui pourrait nous venir à l'idée, OK, puis c'est peut-être pas la meilleure solution, mais je vais d'abord commencer par ça. Quelqu'un pourrait dire, je vais mettre 5 ici, je vais appuyer sur le bouton, puis là, je vais me loader un jeu de données. Déjà, tu dis, ouais, ça commence à être large pas mal. Mais là, tu me dis, je vais me loader un jeu de données, puis là, je vais prendre le cas le plus simple. Fait que je vais mettre 3 milliards de billets disponibles, comme ça, puis c'est un VIP, il a accès à tout, puis je vais faire en sorte que ça passe dans la branche la plus simple. OK? Fait que je vais prendre un Happy Pack, là, je vais passer dedans, puis là, après, quand ça va retourner, je vais venir vérifier ici si j'ai eu, quoi? 4 à cause de ça. Ben non, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Si vous faites un test bout en bout, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais si vous décidez de faire un test large, une des règles, c'est plus mon test a un degré d'intégration large, moins il doit vérifier des détails. Parce que vous allez vous pogner un problème de fragilité, parce qu'il va y avoir plein de raisons d'échouer ce test-là. Plus il est large, plus il couvre de chemin, plus il y a une explosion combinatoire au milieu, plus il y a de chances qu'il soit brisé pour une autre raison que sa raison pour laquelle il a été écrit. Ce test-là, actuellement, a comme unique raison d'échouer que l'envoi n'est pas connecté correctement et que l'affichage n'est pas bon. Pas que la règle n'est pas bonne, que l'affichage n'est pas bon. Fait que si vous voulez faire ce genre de test-là, moi, je vérifierai la présence d'un chiffre ou que le chiffre est plus grand que 0. Comme ça, la journée où quelqu'un va arriver et va dire « Hey, il y a trop de monde qui se sont plaints, là, notre patron de marketing doit mettre tout le temps un de moins, là, le monde n'arrête pas de se plaindre puis on a l'air cave sur Twitter. » Bien là, il y a quelqu'un qui va dire « Enlevez-moi cette règle-là, faites en sorte que les VIP puissent avoir tous leurs billets, comme ça on va vendre plus de VIP. » OK? Bien, cette journée-là, il y a quelqu'un qui va altérer cette règle d'affaires-là pour enlever le -1. Il y a quelqu'un qui va venir changer un bout de code, probablement au milieu ici,
qui va sûrement faire briser un test unitaire ou un test story test, OK? Mais ça, je m'y attends parce que c'est les tests qui sont là pour valider la règle. La règle a changé, je m'attends à ce qu'il brise. C'est normal. Mais ça n'a aucun rapport avec l'affichage. Il n'y a personne qui a dit qu'il faut que tu changes l'affichage. Fait que pourquoi le test qui avait été conçu pour tester l'affichage devrait briser? Il ne devrait pas. Donc, on devrait au moins vérifier ça. Mais je vais vous fournir une meilleure solution que ça. Je n'ai pas besoin de passer un test large. Je peux m'en tirer avec tous des tests médiums. Regardez bien ça. À la place, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, ici, je veux tester que j'envoie le bon chiffre. OK? Changer de couleur. Je vais mettre, Barbeau, je vais mettre 5. Je vais appuyer sur le bouton. Je vais le laisser partir. OK? Puis je vais m'arrêter ici. Je vais laisser aller jusque-là. Puis ici, je vais faire un test qui va vérifier est-ce que la quantité reçue est égale à 5. Fait que je viens de réussir à faire un test dont le scope, là, dont la portée, c'est ça. Puis là, normalement, si j'essaie de schématiser ça, vous avez sûrement un autre test, une tasse, si vous avez réussi à le faire dans la ressource, qui t'a appelé. Fait que là, ce que tu as fait dans l'autre, c'est que tu as laissé probablement l'appel aller jusqu'à la méthode dans la ressource. Tu as vérifié que tu avais obtenu le bon chiffre en paramètres. J'ai pas besoin d'exécuter le contenu, là, ça ne m'intéresse pas. Là. Parce qu'après ça, je peux avoir un autre test unitaire qui envoie qui appelle la même méthode avec le même chiffre, mais que j'ai plus besoin de faire le call d'API, bien moins long, bien plus facile à designer, capable de le tester sur ma machine. N'est-ce pas merveilleux? On appelle ça le boulonnage des tests. Je peux boulonner mes deux tests, un en arrière de l'autre pour couvrir, en fait. Ensuite, je peux faire la même astuce en bas. Je peux venir faire un test, puis celui-là est encore plus le fun. Là. Oups. Je peux venir insérer un test dans lequel, ici, je vais venir pousser 22. Puis je vais m'assurer, ici, je peux vérifier 22 parce que c'est moi qui contrôle le chiffre. Il ne provient pas d'un jeu de données à partir de la règle d'affaires qui s'est exécutée, c'est moi qui le contrôle. Fait que comme je contrôle mon chiffre, ça veut donc dire que je suis capable ici de dire, voici un autre test qui vient couvrir cette zone-là. Je peux faire exactement la même chose si je veux avec, celui-là il est assez intéressant, là, je peux faire la même chose avec mes requêtes SQL. Qu'est-ce qui dit que la requête SQL est bonne dans cette classe-là? Je n'ai même pas besoin de la vraie BD, je n'ai pas besoin d'un jeu de données, j'ai juste besoin du schéma pour tester ça. Alors, tout ce que je vais faire, d'habitude, la première chose qui nous vient en tête, c'est de prendre une fausse base de données en mémoire qui supporte du SQL, là, puis je load le schéma à l'intérieur, puis je vais venir faire un test qui va venir exécuter. Je vais appeler directement cette classe-là, puis je vais vérifier qu'est-ce que ça donne en populant. Je contrôle, je suis dans un test, je peux faire ça avec JUnit ou whatever, ce que je veux, là, pour faire ça. Fait que j'ai un autre scope. Mais là, vous allez dire, oui, mais peut-être que ça ne marche pas. Je vais commencer par l'autre cas, là. Peut-être que la connexion avec la BD n'est pas bonne. OK, il n'y a pas de problème. Je vais faire un autre test qui va venir s'occuper de ça. Mais vous savez quoi? Je n'ai pas besoin de tester toutes les requêtes. Je veux juste m'assurer que je suis capable de connecter avec la BD. D'habitude, ce qu'on fait, là, c'est qu'on prend un objet, on le prend, on le save, on le reload, on le compare. C'est assez facile à faire, cette affaire-là, si vous avez un ORM. Là. Fait que j'ai besoin d'un test pour faire ça, pas la trolley de tests qui testent toutes les requêtes. Là. Puis là, vous dites, oui, mais qu'est-ce qui dit que les requêtes, parce que tout le monde sait que le SQL, c'est supposé être standard, mais ça ne l'est pas vraiment. Là. Fait que là, vous vous dites, il faudrait que je le teste sur Oracle, telle version. Bien, vous ferez ça dans votre build pipeline sur le serveur Jenkins, celui-là. Vous aurez juste besoin de réutiliser le même test que vous avez ici, puis switcher la BD pour une Oracle. C'est un plugin. Ça devient facile. Pas besoin du UI pour tester ça, là. Je peux tout fragmenter. C'est avec l'idée, en fait, ce que j'essaye de vous montrer, je vais essayer de le mettre schématiquement, c'est qu'on a une série, en fait, de tests de différentes portées. Tout ce qui est en bleu, c'est tout du small. Fait que j'ai tout mis ça. Ça fait comme un damier. Puis là, rendu ici, bien là, j'ai des tests médiums qui sont dans deux couleurs. Là. Mais je vais avoir une série de tests médiums qui vont venir se coller sur ces tests-là. L'astuce, quand on ne veut pas avoir de problème de fragilité de test, c'est de fragmenter. C'est de faire des plus petits tests qui viennent un en arrière de l'autre. Là, par contre, ce n'est pas le sujet de la présentation aujourd'hui. Je vous avertis, le défaut, une fois que vous avez pigé ça, le premier problème que vous allez avoir, c'est que vous allez vous rendre compte que les silos sont mortels là-dedans. Parce que si vous vous dites, les développeurs font les tests bleus, puis les autres sont des gens d'assurance qualité qui ne savent pas coder, vous allez avoir un problème. Parce que vous avez des gens qui ne sont pas capables de savoir c'est quoi l'architecture intérieure. La seule façon d'arriver à faire des tests automatisés maintenables, c'est de travailler ensemble. Vous n'y échapperez pas. Vous pouvez toujours dire « je vais réussir autrement »,
mais vous allez avoir un plus gros piège. Vous n'êtes pas prêt à faire ce changement organisationnel-là? OK, mais soyez conscient du problème de fragilité. Fait qu'allez pas full pin à aller mettre 3000 tests automatisés via l'API, là. Vous allez avoir un problème. Allez-y mollo et essayez de respecter un nombre qui est proportionnel à votre capacité ou au risque de maintenabilité que vous avez actuellement. Fait qu'il faut le juger, il faut être conscient de ça, là. Good! Puis là, après ça, on pourrait même refragmenter. Je vais m'arrêter là, mais on pourrait trouver plein d'autres cas dans lesquels l'algorithme, OK, je vais vous écrire ça, là. Il y a un algorithme pour réussir à faire ça. Dès que j'ai besoin d'écrire un test, qu'on devrait d'ailleurs s'asseoir ensemble, multidisciplinaire, pour déterminer c'est quoi les tests qu'on doit faire, fait qu'une fois que j'ai un test dans ma tête, l'algo est le suivant. La première chose qui est comme la prémisse, c'est de fragmenter. Quand on fait une réunion, c'est toujours comme ça que ça commence d'habitude. Quand on demande pour la première fois une équipe, on les assoit ensemble et on dit « Hey, on va comme faire un brainstorm avant de commencer la story. On va brainstormer c'est quoi les grands pans de tests qu'il faudrait faire. » Là, ce qui sort d'habitude, c'est « Bien là, il y a les tests unitaires, les tests fonctionnels, les tests de performance. » Oh, c'est pas assez granulaire, ça, là. Parce que si vous dites « test fonctionnel », on va donner ça à l'analyste. Là, vous n'arriverez pas là, à fragmenter. Fait qu'il faut aller, c'est quoi? Il faut fragmenter à un niveau de seule raison d'échouer. Fait que là, vous avez des tests qui sont pour chacun des critères d'acceptation, il y a une raison d'échouer. C'est la règle d'affaires qui est sous-entendue en dessous. Après ça, la raison d'échouer, c'est peut-être que la requête SQL n'est pas bonne, peut-être que la connexion avec la BD n'est pas bonne, peut-être que l'affichage n'est pas bon, peut-être qu'il y a une possibilité de SQL injection, peut-être que... Ça, c'est des raisons d'échec. Fait que la première étape de l'algorithme, après, c'est déterminer la raison d'échec. La journée, si vous avez une seule chose à retenir de cette présentation-là, selon où vous êtes rendu dans votre équipe, c'est retenez de réfléchir sous la forme de raison d'échec pour un test. Une fois que vous avez switché ça, et non pas en type de test fonctionnel, une fois que vous avez commencé à switcher cette mentalité-là, vous avez commencé à voir apparaître les patterns. Fait que la première chose, c'est de déterminer la raison d'échec. Puis évidemment, la deuxième ou troisième, selon si on compte la prémisse. Après, ça va être de trouver la plus petite portée possible qui va démontrer cet échec-là. Puis ça peut varier parce qu'il y a des moments, c'est là qu'il faut faire attention de ne pas faire cadran égale pyramide. C'est là l'erreur. Parce qu'en fait, il y a des moments, un test d'acceptation va devoir être large parce que dans sa définition même, sa raison d'échec implique une grande intégration. Pour la majorité des règles d'affaires, puis en plus, si vous êtes dans des domaines comme l'assurance, ce genre d'affaires-là, qui a des règles d'affaires de la mort, bien, ce genre de compagnie-là puis de domaines d'affaires font en sorte que la majorité peuvent être small, puisque la majorité sont essentiellement des règles qui sont dans des lignes de code, qui ne sont pas des trucs d'intégration. Donc, descendre le plus bas niveau possible qui va pouvoir démontrer cet échec-là. C'est ça l'algorithme, en fait. Bon, ça fait que si on continue un petit résumé avant de passer aux questions, on a vu quoi? On a vu l'algorithme. On a vu qu'il existe un cadran de test, que ce cadran de test-là, il est classé en fonction de... C'est une vraie question. La raison d'échec, merci. On a vu ensuite qu'on pouvait classer autrement nos mêmes tests. Donc, le même test peut être classé en fonction de sa raison d'échec ou peut être classé en fonction de son degré d'intégration, donc son scope. Ensuite de ça, on a vu qu'un test devrait avoir une seule raison d'échec. Puis même s'il est large, c'est pas parce qu'il est plus grand qu'il devrait avoir plus de raisons d'échouer. Puis on a vu que ça va passer probablement, puis c'est un avertissement, par le fait qu'il faut travailler ensemble. Okay? C'est multidisciplinaire, puis c'est un rôle qui va devoir incomber à l'équipe, parce que c'est très, très large. Puis c'est le prix à payer si vous voulez automatiser des tests, en fait. Okay? Puis évidemment, on a vu que le plus gros risque que vous avez qui vous guette, c'est la fragilité des tests. Je pourrais vous raconter une tonne d'anecdotes de clients de qui est assigné tous les matins dans les équipes de développeurs pour regarder quel test est pété ce matin. Pas, y en a-t-il, là? Lesquels sont pétés ce matin? Parce que c'est comme ça tous les matins. D'autres équipes qui ont 3000 tests qui sont immaintenables, ils les maintiennent plus, ils ne savent même plus. Quelle perte d'investissement en passant quand tes tests sont échoués constamment puis tu les ignores en disant « anyway, ils sont tout le temps pétés ».
Ça t'a coûté une fortune faire ces tests-là, mais j'ai des tonnes d'exemples de ça. Puis c'est pas parce que vous n'êtes pas bon quand ça vous arrive, c'est juste parce qu'on a appris avec le temps que c'est un problème. Vous n'êtes pas capable de pousser aussi loin que ça? Bien, ayez une stratégie. Commencez probablement par des tests unitaires en premier, devenez bon là-dedans, mais ayez conscience que tout ce temps-là, le reste n'est pas couvert. Puis ayez une stratégie tranquillement pour y arriver. C'est une question de stratégie. OK? Voilà. Alors, il me reste combien de temps? 5 minutes? Ouh! Des questions. OK. Alors, je vais juste quand même me nommer, parce que je ne m'étais pas nommé au départ, fait que je m'appelle Félix-Antoine Bourbonnais, quand même. Hein? Fait que je m'appelle Félix-Antoine Bourbonnais. Vous pouvez me contacter sur Twitter à fbourbonnais ou via la compagnie pour laquelle je travaille, elapstech.com/FAB. Merci. Merci. Alors, question? Ouais, bon, je suis sûr qu'il y en a qui ont plein de questions. Oui, bonjour. J'aimerais avoir un avis, tu sais, dans le fond, avec les collègues, on parle d'avoir des tests qui sont maintenables, bien pas nécessairement maintenables au niveau du code, mais qui sont, comment je pourrais dire, on peut ajouter, tu sais, modifier les scénarios, mais sans avoir à jouer dans le code source. Comment dit, les données en entrée et des données en sortie, puis ça devient, là, entre les deux, la personne n'a pas, tu sais, quelqu'un qui n'est pas un développeur n'a pas besoin d'intervenir. On est en train d'essayer comme de se bâtir un peu ce genre de façon de travailler-là. Mais moi, ma petite réticence par rapport à ça, c'est peut-être plus dur de donner du contexte aux données quand c'est dans un fichier externe. Oui, puis le problème... Je voulais voir un peu s'il y a des pièges là, à éviter dans ce à mon avis, le plus gros piège, c'est l'utiliser dans le mauvais contexte. OK? Ce genre, c'est la même chose en passant que quand tu veux utiliser. C'est une bonne idée de rendre l'affaire indépendante, mais c'est la même affaire que quand on fait des scénarios Cucumber, qui, by the way, n'est pas une technique de test, mais une technique de documentation, juste by the way. Là, OK? Quand vous faites ce genre d'affaire-là, le piège, c'est toujours de dire ceci. C'est de ne pas essayer de trouver le plus bas niveau puis de dire ça, je vais l'utiliser pour tout ce qui n'est pas unitaire. T'sais. Puis là, tu vas retomber dans un problème de fragilité parce que tu te dis, hey, c'est cool, je peux le faire écrire par un non-développeur. Mais par définition, parce qu'il est écrit par un non-développeur, il ne pourra pas choisir le scope le plus précisément possible. Ça va toujours être ça, ton défi. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça va s'appliquer dans les cas de gros, moyens puis de large. Mais il devrait quand même constituer 12 de ta suite de tests. Pour moi, c'est ça le piège. Ensuite, ça, l'autre piège avec les jeux de données en particulier, la première chose, c'est que d'habitude, quand une compagnie me dit j'ai des problèmes avec les jeux de données, la première affaire, c'est qu'il n'y a pas les tests d'en bas. Fait que là, on a des mannes de jeux de données, mais quand vous en avez besoin pour les tests haut, médium et large, on devrait les standardiser et là, effectivement, rendre les affaires indépendantes. Toujours concevoir les tests sous la forme d'un plugin, à mon avis, est toujours une bonne idée. Mais pour moi, le piège, c'est que ça conforte beaucoup d'entreprises en disant « Hey, c'est nice, j'ai le tool pour mes devs, j'ai le tool pour les autres. » Puis ils n'ont pas besoin de se parler parce que tous les tests qu'on faisait avant manuellement vont prendre ce tool-là pour les faire. Pour moi, c'est ça le piège. Je n'ai pas rapport avec le tool lui-même. Au même titre que j'ai vu tellement d'entreprises se péter la gueule avec Selenium. Pas Selenium, le problème, là. Fait que je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Cela dit, la standardisation, parce que tu parlais de la standardisation, le fait d'être capable d'avoir quelque chose qui est indépendant, pour moi, c'est quelque chose de bon, mais pour une autre raison aussi, c'est que ça va te permettre de l'avoir dans un langage qui est beaucoup plus haut niveau et pas dans le langage technique. Parce que ça, c'est un autre piège, là. C'est d'écrire des tests, même pour les tests unitaires, soit dit en passant, qui sont très bas niveau. C'est un test unitaire, c'est une classe, mais ton test qui teste la classe devrait être écrit dans un langage plus haut que le contenu de l'intérieur. On ne devrait jamais documenter dans un test le comment. On devrait toujours documenter le quoi. Puis à ce sens-là, je trouve que c'est une excellente idée. Parce que là, tu vas être capable de prendre un recul par rapport à comment ça marche. On devrait toujours faire ça, mais dans le scope qui fit avec. En tout cas, c'est vite de même, c'est... c'est comme au niveau des jeux de données, c'est de maintenir un genre de contexte. OK, cette donnée-là peut dire telle affaire. Oui. C'est ce bout-là qui me fait vraiment qui me cause le plus problème. Parce que si tu arrives plus tard, tu ne sais plus comme. Oui. Tu sais plus qu'est-ce que c'est quoi. Le fait de ne pas être capable de nommer exactement qu'est-ce que veut dire la donnée, oui, c'est effectivement un problème courant qu'on automatise des tests, clairement. Et soit dit ça, c'est un problème des tests manuels aussi. Non, j'ai pas de solution magique, à part que des tools. Je pense que c'est un des rares cas. C'est rare, j'essaie de ne pas répondre que la solution est un tool, là, parce que d'habitude, ça finit mal. Mais dans ce cas-ci, la solution est probablement un tool qui permet de rendre ça visuel. T'sais, au même titre qu'une affaire que je rêve beaucoup d'avoir dans tout ce qui est
Cucumber, puis les trucs comme ça. C'est la gestion automatique des synonymes et des affaires de même. Là, tu sais, c'est le même genre d'affaires. Oui, c'est un problème récurrent pour lequel je pense qu'un tool est intéressant. C'est beau? D'autres questions? Oui? OK. OK, donc la question, pour ceux qui n'auraient pas entendu, c'est qu'est-ce que je conseille à une équipe qui a beaucoup trop de large? La première chose, c'est de déterminer est-ce que ces tests-là sont utiles. Puis la réponse, dans la majorité des cas, va être oui, malheureusement. OK? Parce qu'il y a un cas qui est le fun, entre guillemets. C'est le cas où l'équipe, de toute façon, les maintient plus, ils ont plein de large, mais tout le monde s'en sac, fait qu'ils n'ont plus de valeur. Fait qu'à ce moment-là, ben, tu peux le jeter à la poubelle. Ça va bien. Mais dans la majorité des cas, c'est pas ça. Dans la majorité des cas, tu vas dire oui, mais ils me sauvent ma peau. Tu sais, c'est comme, ils sont utiles au bout, ces tests-là, sont juste durs à maintenir. Dans ce temps-là, c'est plate, là, mais ma réponse, c'est comme dans du legacy code, un à la fois. Tu les dégrades de là, un à la fois, toujours avec la même technique. Je fais un changement à cause d'une user story ou d'une feature qui me demande de changer ce test-là, je le change. Les autres, je vais continuer à les maintenir s'ils ont de la valeur. C'est la meilleure. Dans toute chose dans du développement logiciel, le Big Bang Refactoring, là, ça ne marche jamais, OK? Fait que la meilleure solution est toujours, j'y touche, je le modifie. En plus, en termes de gestion de risque, c'est bien mieux, parce que je suis obligé de toucher anyway, fait qu'aussi bien mettre la pelle là-dedans pendant que je suis dedans. Là, ça vaut la peine. Mais juste ce que j'aurais eu besoin de modifier. Fait que c'est ma meilleure stratégie. Après, ben, c'est de la gestion de changement, par contre. Ça, c'est l'autre volet, là, qui est moins technique. C'est ça. D'autres questions? Peut-être juste une affaire, je vais dire avant de prendre une question. Je n'ai pas défini test d'intégration puis test intégré. J'aime bien parler un peu de ça, OK? Parce que les gens confondent souvent. Puis il y a plein de définitions possibles. Je m'en fous de la définition que vous utilisez. Mais souvent, test d'intégration a deux définitions possibles, puis c'est confondant. Parce que les gens ont tendance à dire test d'intégration en sens de test intégré. OK? Ça veut dire donc qui n'est pas small, finalement. Mais il y a une autre définition de test d'intégration. Puis juste, c'est intéressant parce que la première définition de test d'intégration est dans la pyramide. En fait, test d'intégration, test intégré, c'est tout ce qui n'est pas small dans cette définition-là. Mais l'autre définition possible de test d'intégration, c'est en fonction de sa raison d'échouer. C'est que ce test-là échoue à cause d'un problème d'intégration. Puis à ce moment-là, ça va être essentiellement parce que j'ai un connecteur ou quelque chose dans ce coin-ci, par exemple, ou dans ce coin-ci, donc, l'intégration entre deux services, entre deux systèmes, entre deux composantes n'est pas bonne. Et ça, c'est un type de test pour lequel il faut trouver la plus petite grandeur d'intégration qui me permet de le tester. Puis, tester deux services ensemble, ce n'est pas forcément d'exécuter toute la logique des deux services bout en bout ensemble pour tester son intégration. En fait, c'est une mauvaise idée parce que tu n'arriveras pas à tester tous les problèmes du protocole sous-jacent qui est entre les deux parce que trop de variabilité. Tu es mieux de prendre juste la bordure des deux, en fait. Si je schématise ça rapidement, j'ai deux services, je vais faire un test d'intégration des deux, j'ai intérêt à prendre seulement ces petits bouts-là à l'intérieur. Donc, la sortie d'un avec l'entrée de l'autre, puis déconnecter le reste. Je ne suis pas capable de faire ça. Bien, il y a un problème d'architecture. OK? Mais normalement, si vous êtes capable de faire ça, votre scope est plus intéressant. Puis si vous voulez aller encore plus loin, ce qui est vraiment nice, si vous voulez faire des vrais microservices, comme vous savez qu'un microservice, sa définition, normalement, c'est pas qu'il est petit, c'est qu'il est indépendamment déployable. OK? Fait que si vos microservices sont indépendamment déployables, vous venez de comprendre que même ça, ça ne marche pas. Parce que là, à ce temps, ça prend les deux pour être capable de les tester ensemble. Puis là, vous pouvez lire comment on peut faire des collaboration plus contract tests, qui est une façon de faire en sorte qu'un test à collaboration avec l'autre fournit un simulateur à l'autre, et en fait un test de contrat au suivant, qui pourra lui-même s'assurer que tout le monde qui va l'appeler va rouler tous ces contrats-là envers lui pour être sûr qu'ils vont être corrects. Beaucoup de compagnies qui sont dans le cloud avec beaucoup de microservices ne roulent jamais tous les services ensemble, en fait. Ils roulent tous indépendamment l'un de l'autre, mais ont des contracts et des collaboration tests. Mais c'est un peu plus avancé. Si vous ne voulez pas aller jusque-là, au moins, exécutez pas tout bout en bout. Oui, il y avait une question. Oui. OK. Ouf, OK. Un, pour commencer, ce n'est pas mon domaine de spécialité, fait que je m'éloigne un peu. Puis, t'as-tu... Oui. Bien, OK, puis ce que je vais dire là, prends-les avec, parce que ce n'est pas ma spécialité, OK, mais d'un point de vue général, je fragmenterais le problème, OK? Donc, tu as sûrement des algorithmes, tu as des calculs, tu as des conversions, tu as toutes sortes d'affaires comme ça que tu veux faire. Généralement, l'idée, c'est d'aller tester ça de manière indépendante. Tu n'as pas besoin de ta panoplie de données pour être capable de faire ces tests-là. Donc, tu sais au moins que le code marche.
Après, pour ce qui est de l'intégration, j'essaierai d'y aller étape par étape. Tu as probablement une capacité à te rendre confiance sans avoir l'entièreté de l'échantillonnage. Tu sais. Ça va être ça. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose dans la nature du problème qui est plus complexe. Puis l'intelligence artificielle, c'est pire, là, parce que l'intelligence artificielle, en plus, c'est comme il s'auto-adapte, fait que c'est un petit peu difficile à tester par nature. OK? Cela dit, ça se fait, mais ce n'est pas mon champ d'expertise principal, fait que je vais me taire après ça. C'est bon? OK, alors c'est terminé. S'il y en a qui ont d'autres questions, vous pouvez venir me voir en avant, ça va me faire plaisir.